Bien souvent, ça prend un temps fou avant d'obtenir un rendez-vous chez le médecin. En même temps, on ne veut pas aller dans une salle d'attente non plus et d'attendre des heures avant que l'on nomme notre nom. On a tendance aussi, peut-être parmi vous qui nous regardez, à regarder sur le net quand vient le temps de s'auto-diagnostiquer lorsqu'on est malade. On parle médication aujourd'hui versus consultation. Êtes-vous de ceux qui ont tendance à consulter ou plutôt d'attendre? Bienvenue à Génération Z. À l'émission aujourd'hui, 3 invités que je présente à l'instant. On a d'abord Pascal à ma droite. Salut Pascal. Salut. Qui habituellement, pour les bienfaits de la cause, se retrouve à l'arrière de la caméra. Et aujourd'hui, comme invité, ça fait drôle. Salut Pascal, content que tu sois là. Ça fait drôle, je perçois les choses différemment. Lui, c'est un habitué parce qu'il était avec nous cet automne. Allô. Donc, c'est Sadrac. Bonjour, bienvenue. Salut, content d'être là. Ben oui, content que tu sois là aussi Merci. encore cette saison. Et puis, c'est Joliane Béguin qui est notre pharmacienne attitrée pour l'émission aujourd'hui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On va parler médication et consultation aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on va pouvoir mentionner. Et d'abord, justement, à brûle pour point, la question principale de l'émission, la prise de médicaments versus la consultation. Est-ce qu'on a tendance à en prendre trop avant même de consulter? Est-ce que vous avez tendance vous-même à consulter rapidement versus les médicaments qu'on prend pour s'auto-soigner? Si on peut parler un peu de tout ça. D'abord, je vais vous poser la question, Joliane, et tu me permets de te tutoyer pendant l'émission? Oui, certainement. OK, c'est gentil. À savoir si la tendance, en général, on attend beaucoup avant d'aller vous demander conseil pour la prise de médicaments. Je pense que la tendance s'améliore. Je pense que les gens, de plus en plus, sont conscients qu'ils peuvent se référer rapidement à un pharmacien pour les aider. Mais selon moi, il y a encore de l'amélioration à faire parce que des fois, j'ai des consultations puis on aurait pu venir nous voir beaucoup plus tôt. Mais de plus en plus, je pense que les gens vont venir nous consulter pour des questions à plusieurs niveaux. Là. Et on fait bien de le faire, évidemment. Oui, définitivement. Ça peut éviter énormément de problèmes, des interactions entre les médicaments qu'on va prendre. Ça peut éviter aussi des problèmes avec les médicaments qu'on peut prendre sans ordonnance, avec les problèmes de santé qu'on peut avoir déjà qui sont présents chez les gens. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'un médicament est pas sous ordonnance qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça peut pas être dangereux, qu'on peut pas être surdosé de ce médicament-là. Donc, c'est là que c'est très important d'être conscient de ça. C'est quand même un médicament, même si on peut le prendre sans ordonnance. Évidemment, les doses aussi. Il y en a qui ne regardent même pas à l'arrière. Qu'est-ce qui est recommandé? On en prend, puis advienne que pourra. Évidemment, ça peut être dangereux à ce moment-là. Sadrac, es-tu quelqu'un qui va prendre facilement de la médication? Personnellement, je sais pas, dans la vie, je suis assez chanceux, là. Je tombe presque jamais malade. Ah, wow. Donc, mais quand il m'arrive quelque chose, je suis quelqu'un, par tendance, je prends les choses à la légère. Lorsqu'il s'agit de mon corps ou de maladie ou de rhume, je m'en vais travailler, je m'en vais à l'école, je continue la routine. Mais si ça s'aggrave, là, par contre, je cours vers une pharmacienne. je flippe. Les jambes à ton cou, quoi. Oh, ouais, mais ça me prend un temps, ça prend un temps. Au début, je suis dans mon lit, bon, etc. J'attends, je me fie à ma guérison naturelle. Ouais, mais c'est bien ça. Mais si je vois que ça... Moi, je suis d'accord pour la guérison naturelle jusqu'à un certain stade, évidemment. Explique ça. Par exemple, pour une petite grippe ou un petit rhume, j'étire l'élastique au maximum. Ça veut dire que j'ai découvert d'ailleurs que quel que soit le médicament que tu prennes, ça va durer le même laps de temps. C'est juste qu'avec un médicament, tu vas peut-être ressentir moins les effets de ta grippe ou de ton rhume. Tu vas pouvoir la supporter. Mais ton corps, il guérit ça tout seul. Hein. C'est sûr qu'on a perdu l'habitude peut-être de se rendre compte qu'est-ce que ça fait de ne pas prendre de médicaments quand on est malade et qu'on ne le sait plus du tout. Donc on se jette effectivement sur n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir plus rapidement. Mais au final... Des petites maladies bénignes comme ça peut se soigner tout seul. C'est ça. C'est qu'il existe tellement, on a l'impression maintenant, de médicaments pour soigner tout ce qu'on a, un petit symptôme sur n'importe quelle maladie. On en médicament. invente même des fois des symptômes, je trouve. ouais. Exactement. Et ça m'amène à vous poser la deuxième question, qui est justement, est-ce qu'il y a un médicament que vous avez une tendance à prendre de façon plus régulière? Je pense entre autres au Tylenol, aux aspirines. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez tendance à consommer davantage comme médicament? Moi, c'est les médicaments à ma mère.
C'est de la tisane faite maison, en fait. C'est du thé, gingembre et de l'ail. Et du rhum. Oui, quand c'est grave, mais Ouais, voilà. ma maman me laisse pas faire Au ça. stade du cancer, c'est le rhum. Au stade du cancer. C'est pas mon cas et ce ne sera pas mon cas. Pensée positive. Mais non, je m'attends seulement à des trucs maison. Quand la situation empire. Je donne un exemple. L'année passée, j'ai eu une amygdalite. OK. Et je savais pas c'était quoi une amygdalite. Moi, au début, je croyais que c'était qu'un mal de gorge. Et là, 2 jours plus tard, le mal de gorge s'empire. C'est enflé à l'intérieur. Comment on appelle ça? Les amygdales. Mes amygdales étaient enflées. Et là, le temps a passé. Puis là, je prenais les tisanes. Et là, j'ai dû faire recours à mon super-héros qui s'appelle l'aspirine. Mais comme je dis encore, c'est quelque chose que moi, personnellement, je prends encore à la légère. Mais je vais me permettre de retourner la question à Joliane parce que je suis curieux de savoir en pharmacie, comme médicament sans ordonnance, qu'est-ce qu'on a tendance à vendre le plus de ton côté ou que les gens consomment le plus? Évidemment, encore là, ça dépend des gens. Ça dépend de... Il y a des gens qui ont tendance à attraper le rhume, toujours, des choses comme ça. Mais je pense que souvent, à la maison, ce que les gens vont avoir, ça va être justement de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène, donc soit pour la fièvre, maux de tête, l'ibuprofène anti-inflammatoire, donc certaines douleurs, des choses comme ça. Mais je pense que ça dépend vraiment des gens, là. Il y a des gens qui vont en avoir plus parce qu'ils sont un petit peu malchanceux ou qui ont plus de problèmes de santé. Mais encore une fois, même aussi bénin que ça peut avoir l'air, il faut quand même s'assurer que ça nous convient quand même. C'est quoi la différence? J'entends souvent les deux, l'acétaminophène et l'ibuprofène. En fait, c'est deux molécules différentes, de 2 familles différentes. Ils peuvent servir parfois à la même chose dans le sens où les maux de tête, ça peut être utilisé les deux. Mais l'ibuprofène est un anti-inflammatoire. Donc, il peut avoir d'autres utilités aussi. OK. Par curiosité, est-ce qu'on devrait avoir une pharmacie de base à la maison? Quelques médicaments au minimum qu'on pourrait soigner dès qu'il y a apparence d'une maladie XY? J'imagine que oui. On peut. Encore une fois, je pense que chaque personne ou chaque famille doit faire des choix qui vont être judicieux par rapport, encore une fois, aux problèmes de santé, à l'âge, des choses comme ça. Mais oui, c'est sûr que si... je parlais encore une fois acétaminophène, ibuprofène. C'est sûr que si on veut pas, en pleine période de fièvre, avoir à sortir à minuit le soir pour aller chercher quelque chose, bien, c'est préférable d'en avoir à la maison. Puis évidemment, un thermomètre, parce que souvent les gens n'ont pas ça. Donc, pour s'assurer qu'on fait de la fièvre, qu'on a vraiment un problème, de se soulager à ce moment-là. Et surtout de jeter ce qui est passé date. J'imagine on a tendance à garder trop longtemps les médicaments. Oui, faire attention de ne pas jeter dans la poubelle non plus. Donc, on va le ramener à la pharmacie. Nous, on s'assure de faire une destruction qui n'est pas nocive pour l'environnement, qui est vraiment sécuritaire, là. Donc, très important de ne pas jeter tout ça à la poubelle. Avant notre deuxième bloc, allons-y justement avec quelques conseils avec la prise de médicaments. Vous prenez un nouveau médicament. Mais savez-vous si la coupe de vin que vous prenez au souper, le café, le jus au petit déjeuner ou certains aliments ont un impact sur cette nouvelle médication? Tout ce qu'on ingère peut influencer l'action d'un médicament. C'est ce qu'on appelle une interaction. Par exemple, les antidépresseurs, les antiallergiques et les analgésiques peuvent réduire les réflexes et porter à la somnolence lorsqu'on les consomme avec de l'alcool. Attention également aux agrumes. Le jus de pamplemousse interagit avec une enzyme de l'intestin, ce qui peut intensifier l'action de certains médicaments contre l'hypertension, le cholestérol et la dépression. Aussi, il est préférable d'éviter les agrumes lorsque l'on prend des anti-inflammatoires comme l'aspirine, pour ne pas provoquer des brûlures d'estomac ou du reflux gastrique. Portez aussi une attention particulière si vous consommez des produits naturels ou des suppléments vitaminiques. Même s'ils sont vendus en vente libre, ils peuvent sérieusement interagir avec votre médication. En lien avec le sujet d'aujourd'hui, je voulais te demander, Joliane, si on fait suffisamment attention à notre santé et que ça soit autant physique que mental, parce que plusieurs personnes peuvent se négliger. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je pense que non. Je pense qu'en général, au niveau de notre société, on pense plus au traitement qu'à la prévention. Je pense que sur une base générale, peut-être la tendance va changer, j'espère, mais on devrait beaucoup plus accorder de temps au niveau du financement aussi, je pense, au niveau des gouvernements et tout ça, à investir dans la prévention. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, au niveau de l'énergie des gens, de la pensée, d'être plus positif, des choses comme ça, d'avoir vraiment tout ça, que ça se rejoigne. Je pense que tout ça ensemble, ça devrait être plus axé. C'est quoi une bonne santé mentale?
Comment on définit une bonne santé? Bonne santé physique, c'est plus facile si on prend du poids, si on perd du poids, si on est fatigué, si on est tout le temps malade, mais une bonne santé mentale. Ça se mesure pas une bonne santé mentale. Je pense que ça se mesure à la satisfaction de chacun. C'est sûr que, bon, je pense que les psychologues seraient plus aptes, psychologues, psychiatres, à répondre à ça avec des termes qui sont un petit peu plus clairs, là, de mesurer ça, mais parce je pense que... c'est sûr qu'un malade mental, il se dit pas « j'ai un problème mental, il faut que j'aille Exactement. me faire Je pense que c'est pour ça que ça prend des spécialistes. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est large. C'est-à-dire que quelqu'un qui est exténué, qui fonctionne 100 000 à l'heure avec le travail, qui est fatigué, bon, ça devient physique, mais également mental. À un moment donné, ton cerveau a besoin d'une pause, finalement. Donc, pas autant nécessairement de maladies graves mentales que de choses comme ça, en fait. Mais effectivement, l'alimentation et l'activité physique, c'est la base de tout et c'est pas tout le monde qui... Est-ce que tu penses faire ta part à ce niveau-là? C'est une belle coïncidence parce que hier, je parlais avec mon cousin qui est coach en fitness. C'est un coach de la remise en forme et de la nutrition, etc. Et il m'a fait comprendre que tout est une question d'habitude, de prévention, comme que tu disais précédemment. Et ça peut être, c'est dans tout, dans notre manière de manger, qu'est-ce qu'on mange, quand on le mange, l'heure à laquelle on se lève le matin, l'heure à laquelle on va se coucher versus le temps de sommeil qu'on a eu. J'ai compris finalement que tout est une question de nutrition. Quand on parle de santé, avant d'aller au gym, comme la dernière fois on parlait d'aller au gym, etc., etc., mais tout est une question d'habitude. Et je trouve que moi, personnellement, comment que je m'améliore dans ça, c'est avant d'aller chercher un traitement, exemple, j'ai pris comme résolution, en passant en 2016, de me lever tôt le matin. Mais je sais que je ne vais pas prendre de pilule qui va m'aider à me lever tôt. Je ne vais pas prendre d'un café tout de suite, 2 secondes après que je me suis levé. C'est de me transformer de sorte que ma routine change, que je prenne l'habitude de déjeuner tôt le matin, de prendre les bons nutriments. C'est une question de volonté. Okay. Et ça va en lien avec la santé mentale aussi, parce que ça affecte la santé mentale et je peux voir les... Et il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge. Si on décide de changer notre alimentation, l'exercice physique à 60 ans, il n'est jamais trop tard. Ça va toujours être bénéfique, en fait. Il n'est jamais trop tard pour de bonnes résolutions. C'est sûr que n'importe quel âge, c'est sûr que ça te fera du bien, même vieux, jeune. Mais c'est plus facile plus on est jeune, parce que les habitudes qui sont ancrées depuis des années sont souvent plus difficiles à couper que quelque chose qu'on avait pris un faux pli, entre guillemets, depuis 1 an ou 2, puis on se dit, bon, ça y est, c'est fini, versus quelque chose qu'on a fait depuis 20 ans. Là, c'est autre chose. La question, c'est quoi? Est-ce que les médicaments vont nous aider à atteindre nos objectifs? C'est ça, un petit peu? Non, en fait, je voulais demander, en partant, si justement avec l'activité physique, l'alimentation, c'est déjà une base. Alors avant même de se médicamenter, si on fait déjà attention à ça, en principe, on devrait être en meilleure santé, donc moins besoin de prendre des médicaments. Est-ce qu'on devrait, Joliane, consulter un minimum d'une fois par année, peu importe notre âge? Est-ce que c'est une nécessité? Je ne sais pas si ça devrait être à chaque année précisément, mais définitivement sur une base régulière. Si ce n'est pas à chaque année, au moins peut-être aux 18 mois ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'encore là, ça dépend de l'âge. Ça dépend aussi si on a déjà des problèmes de santé, parce que malheureusement, même des jeunes enfants peuvent avoir des problèmes de santé qui font en sorte qu'on va avoir un suivi beaucoup plus rapproché. Mais je pense que même si on se sent très, très bien, on devrait consulter quand même assez régulièrement parce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent être vraiment silencieux. Donc, entre autres, l'hypertension, c'est un problème de santé qui est extrêmement répandu. Puis c'est une fausse croyance de penser qu'on va le sentir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, je me sens bien, c'est impossible que j'ai une haute tension, je devrais avoir mal à la tête. » Vous pourriez avoir mal à la tête, mais vous pourriez très bien avoir aucun symptôme et être à une valeur qui pourrait être carrément dangereuse pour votre vie. Donc, même chose pour les prises de sang, s'assurer que tout est à peu près équilibré, là. Donc c'est important, je pense, quand même d'avoir un suivi et de ne pas se laisser aller. Parce que c'est là que, malheureusement, on ne consulte pas pendant des années puis qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Puis... Est-ce qu'on est vulnérable à ça dans la vingtaine, l'hypertension? Non, ça commence à me faire peur, là. Ma mère en fait. Ouais. Okay. Et elle a eu ça de manière héréditaire. C'est ma mère. C'est beaucoup plus rare. C'est sûr que la pression, les problèmes d'hypertension vont augmenter avec l'âge, mais oui, c'est possible. Donc, c'est sûr qu'il faut... faut couper le sel. Couper le sel. Encore une fois, l'alimentation, c'est sûr que l'alimentation, c'est associé... ça va aussi couper la viande rouge, là. La viande rouge. Ça, c'est pas assez cuit. Non, moi, j'aime pas ça saigner. Okay. Mais ça va aussi avec le moins de colère, hein, je crois.
Bien, Je c'est sais sûr qu'il y a un mais côté émotif aussi. Tu sais, c'est sûr que si Ouais, on mais est anxieux... de ce que je vois de ma mère, elle, c'est pas bon pour elle, la colère. Quand elle se fâche, c'est là que sa tension artérielle C'est augmente. ta faute, tout ça. Mais je sais, C'est ta faute aujourd'hui- si elle se fâche. Donc, c'est pas ces problèmes de tension, c'est Ouais, toi. un petit peu. c'est une de mes résolutions. Passe un aussi message à ta maman. Dis-lui, maman. Je suis désolé pour tout. J'espère que tout va bien. Elle a peut-être hâte que tu quittes la demeure, on sait pas. Mais est-ce que vous vous négligez, les gars, point de vue consultation? Est-ce que vous avez peur d'aller consulter un médecin? Moi, Ah. j'y vais jamais. C'est pas compliqué. Là. Ah, Je vais pour jamais, sauf si j'ai un problème, mais je peux pas te dire. Mais même le dentiste, pour que j'aille chez le dentiste, là, il faut vraiment que j'ai un problème. Il faut que j'ai mal là, pour y aller. Donc, est-ce que c'est par peur ou juste par négligence? Ouais, Pardonne-moi, mais c'est un peu ça. Non, non, par peur. Ok. J'aime pas ça du tout. OK. Ça drague, toi, de ton côté? Ben, c'est par... dernière fois, je suis allé voir mon pédiatre, je crois que j'avais 14 ans. Mais c'est parce que, je vous explique, quand j'avais 8 ans, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Oh. Du jour au lendemain, j'étais devenu épileptique. Je prenais les pilules blanches, c'était les pilules pour adultes. Donc, tellement mon cas était grave. Et à l'âge de 13 ans, ben, j'ai été guéri. Puis le pédiatre a dit, OK, bon, parce qu'au début, on se voyait à chaque... je pense que c'était à chaque mois. C'était vraiment répétitif, là, les rendez-vous. Et quand j'ai été guéri, finalement, mais tous les symptômes étaient disparus, etc. N'empêche que je suis quand même vulnérable à ça. Mais elle dit, viens me voir à chaque année. Puis là, j'ai fait, bon, ben merci, bye. Puis aucune crise d'épilepsie depuis. Donc, c'est rare que je consulte. OK, fait que tu n'as pas consulté depuis plusieurs années? Non, mais je vais bien. Oui, quand même. Mais pour ne serait-ce qu'une prise de sang ou... Non. Non, OK. Non. La pensée magique. Ouais, c'est ça. Pensée Dans ton magique. cas, assurément. Allons voir ce qu'avaient à dire nos cégepiens avec le vox pop de la question du jour maintenant. Moi, je fais très attention à ma santé. Je mange bien, je fais de l'exercice. Quand je suis malade, j'essaie de tout de suite prendre des précautions et tout ça. OK, est-ce que tu vas aller consulter rapidement quand tu es malade? Ben, dépendant de la gravité, oui, là, mais je dirais que oui. En fait, je prends pas beaucoup les médicaments. Je pense pas que ça sert. Je pense pas que ça sert à quelque chose. OK. Mais si, comme par exemple, j'ai un rhume, puis ça passe pas, genre après 1-2 semaines, c'est sûr, je vais prendre des médicaments. Mais si j'ai un petit truc là, je vais pas en prendre. J'aime pas ça prendre les médicaments. Genre, je pense que ça sert à rien. Si je suis malade, je vais attendre, puis je vais aller voir ma mère. Puis si ça devient grave, c'est sûr que je vais aller voir le médecin, mais au début, je vais pas aller voir le médecin. Donc, ta mère, c'est la première source à savoir qu'est-ce que tu peux avoir. Oui, les mamans sont là pour ça. Là. Et la prise de médicaments, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou tu n'hésiteras pas? Tu sais, il y en a qui ont peur de prendre des pilules parfois. Est-ce que c'est ton cas? En fait, je prends pas tellement de médicaments. Comme si c'est vraiment nécessaire, je vais prendre les médicaments, mais si j'ai juste mal à la tête, je vais pas aller prendre mes Tylenol pour rien. Ah, pour quelle raison? Est-ce que ça te fait peur un peu? Ou... Non, c'est juste que je trouve que c'est pas nécessaire. Puis ça marche pas. Les Tylenol marchent pas. Donc, t'attends, ça va passer, puis... Ouais, je vais aller dormir. Puis ça va passer. Je fais attention à ma santé, puis ça dépend aussi de qu'est-ce que j'ai. Là, si j'ai une petite grippe ou whatever, Advil, là, ça va faire l'affaire. Mais sinon, si je sais pas trop ce que j'ai, puis ça a l'air grave, là, c'est sûr, je vais consulter. Est-ce que ça peut être un facteur temps aussi, consulter? Tu sais, c'est souvent long avant d'avoir un rendez-vous, il faut patienter. Est-ce que c'est quelque chose qui va te faire hésiter avant d'y aller? Moi, non, parce que j'ai un médecin de famille, fait que ça va assez vite, là. Fait que c'est pas le problème pour moi. Ça dépend de ce que je ressens. Comme on va dire, si c'est une fièvre, je vais juste prendre des Advil. Mais si c'est vraiment quelque chose que je trouve que c'est comme... ça devient de plus en plus grave, là, oui, je vais aller consulter comme 2-3 semaines avant. Est-ce que tu es du genre à hésiter avant la prise de médicaments ou tout de suite tu sais quoi prendre, puis c'est pas grave, puis... Non, je n'hésite pas. Sinon, je demande à ma mère, là, qui va m'aider. Je suis curieux et je vous pose la question, comme on dit, at large, si vous me permettez l'expression, à savoir s'il y a une maladie, à part le cancer, qui vous fait peur. Il y a sûrement une crainte que vous avez plus que d'autres. Quelqu'un qui veut se lancer? J'ai peur de mourir et d'être malheureux. Non, Mais une maladie précise. ouais, maladie précise. C'est pas de maladie, ça. Mourir, je pense que tout le monde a peur de mourir quand même. S'il y a une maladie pour de vrai, je pensais beaucoup. J'ai vu des reportages récemment sur l'Alzheimer. Et vraiment, tout le monde est vulnérable à ça. Là, rendu à un âge, c'est pas, ça peut être du jour au lendemain, et puis pouf, tu souffres de ça. C'est sûr, toutes les maladies où on perd la boule, là, c'est sûr que c'est un peu... ça fait peur, parce que ça fait plus peur pour son entourage. Parce que toi, tu perds la boule, tu t'en T'en rends es pas pas compte. conscient, Ouais, exact. mais C'est ça. C'est pas vraiment le cas, en fait. Ah ouais? Parce que c'est pas les gens qui justement, les démences vont évoluer d'une façon différente
ben, selon le cas, là, selon chaque personne. Puis il y a des périodes de lucidité, il y a des périodes plus difficiles. Mais quand ils sont lucides, est-ce qu'il y en a qui savent qu'ils perdent la boule de façon alternative, Définitivement, genre? Moi, c'est triste à dire, mais je pense que quand ça devient avancé, là, oui, c'est peut-être mieux pour la personne qui atteint. Effectivement. Mais au départ, je pense que c'est graduel, puis on le voit venir. Tu sais, moi, j'en ai dans ma famille, puis c'est difficile de voir ça évoluer. Puis des fois, on a des bonnes journées, puis on retrouve la personne qu'on a connue. OK. Puis après ça, on a une mauvaise journée, puis on... OK. Je pensais que c'était comme des blackouts un petit peu, où ils passaient Non, dans un... ça dépend toujours des gens. Il y en a pour qui c'est très rapide, mais... Est-ce que ça commence à être traité? Traiter est un long mot, disons, un grand mot pour ça. On ralentit la progression de la maladie dans certains cas. Dans certains cas, de façon assez efficace, satisfaisante, mais dans d'autres cas, bof, non, pas tellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend, oui, de mieux en mieux, mais on n'a pas un arsenal thérapeutique à tout casser qui fait qu'on traite l'Alzheimer ou les autres démences. On va essayer que tout le monde ait une meilleure qualité de vie, puis que la morbidité... Il y a aussi les maladies orphelines qui me font peur aussi, tu sais, les maladies qui sont pas très, comment dirais-je, référencées, dans le sens où très peu de gens les ont, et donc il y a très peu de recherches, et donc il y a très peu de médicaments. C'est toujours ça, hein. Ça faut que ça réponde quand même à une certaine économie, hein, la maladie. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de maladies, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Et c'est ça qui me fait peur, parce que tu peux te retrouver avec quelque chose que personne ne peut le traiter. C'est terrible. C'est comme la maladie de Charcot, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ici, ça ronge la chair un peu. C'est très rare. Mais c'est vrai, c'est... Charcot, je crois. Ou Charcot, je ne sais plus. C'est triste parce qu'on ne peut pas non plus... tout traiter. Malheureusement, on ne peut pas faire des recherches sur absolument tout. Donc on devrait, mais c'est ça qui est incroyable. On devrait pouvoir, ça serait ça qui serait le mieux, mais je pense qu'on manque de ressources financières et de gens aussi. C'est comme une autre, l'ostéoporose. C'est grave, ça. Oui, ça peut être grave, c'est dégénératif, mais ça, au moins, c'est connu plus, puis on peut au moins le prendre un petit peu plus tôt. Oui, on ne peut pas nécessairement... le cesser, mais de plus en plus, on a des moyens. Ça, on a, justement parce que c'est tellement répandu, on a quand même des médicaments qui ralentissent l'évolution. Mais encore là, on parlait d'hygiène de vie, d'alimentation, tout ça. Là aussi, on peut jouer un gros rôle là-dessus. Là. Alors qu'il y a des maladies où, à notre connaissance, on peut très bien manger, on peut faire de l'exercice, puis ça peut nous prendre, ça peut même nous prendre jeunes. Moi, personnellement, on parle des maladies qui nous font peur. Moi, il y a la sclérose en plaques. Ah oui. Et oui, l'Alzheimer, tout ce qui est démence, c'est sûr que je pense que ça fait peur à tout le monde aussi, mais sclérose en plaques aussi, je trouve que c'est une maladie aussi, quand ça atteint une atteinte nerveuse, où on peut se retrouver, avoir une crise du jour au lendemain, se retrouver aveugle, avoir une crise du jour au lendemain, être non seulement en douleur, mais ne pas être capable de marcher, de fonctionner pendant une journée ou deux, où on ne sent pas notre jambe, c'est épeurant. C'est extrêmement épeurant. Puis, à partir du moment où on se fait diagnostiquer, on n'a aucune idée de l'évolution parce qu'il y a des gens, heureusement, pour qui ça ne va pas évoluer très rapidement, puis ils vont quand même continuer à travailler, continuer à avoir des activités. Mais on ne sait jamais. C'est toujours une crainte qu'on peut avoir dans la tête de dire, bien là, aujourd'hui, ça va bien, mais demain, quand je vais me réveiller... Est-ce que je vais être en crise demain? Je veux partir en voyage la semaine prochaine. Est-ce que je vais avoir une crise pendant que je vais être à l'autre bout du monde, que je vais être loin de mes amis, de ma famille, de ceux qui peuvent me supporter? Donc, ça, c'est... Il y a de l'espoir quand même. Oui. Oui. C'est ça, Ça m'amène à te demander, Joliane, est-ce qu'il y a un secteur d'activité pour les percées médicales qui sont sur une bonne voie, quelque chose qui se démarque plus que d'autres? Bien, je pense que, justement, le cancer, bien... On est sur des bonnes voies. Le problème, c'est que ça évolue aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là. Il faut, parce que justement, c'est... On dit qu'une personne sur deux dans les années à venir vont être atteintes du cancer. C'est énorme quand on pense à la population. Est-ce que je me trompe? C'est quelque chose comme ça, quand même? Quelque chose comme ça. C'est dans le monde, ça? C'est beaucoup, là. C'est énorme. On est 4 en studio présentement. Une personne sur deux. Voilà. Il ne faut pas y penser. Restons positifs. C'est quelque chose. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu, j'ai oublié. Avant de consulter, est-ce qu'on peut se renseigner? Il y a sûrement un site Internet, une référence qu'on peut avoir au minimum dès qu'on a un petit symptôme de quelque chose. Bien,
Personnellement, je pense qu'avant d'aller sur un site Internet qui vous parlera pas directement puis répondra pas à une question qui est typiquement à vous, je pense que vous devriez aller voir votre professionnel de la santé, votre pharmacien dans mon cas, mais ou sinon le médecin, c'est facile d'accès. Si jamais, il y a certaines, par exemple, le site de Santé Canada, vous pouvez avoir certains renseignements qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, j'ai une certaine réserve sur tout ce qui est de l'autodiagnostic sur Internet parce qu'on peut se créer beaucoup de peur. Puis on peut passer complètement aussi à côté de quelque chose d'autre aussi. Ouais, donc, on peut dépendamment si on peut faire de la lecture sélective puis se dire « Ah, finalement, j'ai eu quelque chose, puis non, ça va très bien, je serai pas malade », alors que c'est pas le cas. Donc, je pense que on a la chance quand même, là, vous avez des professionnels de la santé qui peuvent être quand même accessibles. Utilisez-les au maximum. Est-ce que vous avez tendance à aller sur le net avec apparition de symptômes? Est-ce que c'est... Soit ma mère ou ma pharmacienne. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aurais tellement voulu vous poser cette question-là. Je me lance quand même avec la pensée positive, justement, le côté un peu plus spirituel de la chose. Est-ce qu'on peut guérir une maladie, selon vous, juste en étant positif? On pourrait parler de l'effet placebo aussi. On nous donne un médicament, puis finalement, il n'y a rien dans le médicament. Croyez-vous à ça? Faudrait que j'essaye ça, mais... moi, je pense que dans une certaine mesure, si tu arrives à te mettre ton état d'esprit positif, ça pourrait te faire oublier un peu tes symptômes. Créer une certaine euphorie pourrait te faire oublier tes symptômes et donc laisser la maladie filer sans que tu t'en aperçoives. C'est ça, j'ai vu des reportages à ce sujet-là, justement, qui parlaient que ça peut être autant la pensée positive qui peut accélérer la guérison, mais autant la pensée négative peut exagérer les symptômes. On sait que le stress, c'est de plus en plus prouvé que le stress peut influencer beaucoup de maladies. Donc, je pense qu'à partir du moment où on pense à gérer notre stress, justement, on doit gérer notre environnement. Si on pense plus positif, il y a des gens qui vont faire de la méditation ou quoi que ce soit, des exercices de respiration pour se calmer. Je pense que ça va de soi. Ça va aller tout ensemble que si on diminue notre stress, on va être émotivement mieux. Puis oui, c'est relié à plusieurs maladies. Donc oui, je pense que... Moi, évidemment, je pense pas qu'on peut se fier juste à ça, mais définitivement, ça fait partie d'une bonne prévention, selon moi. C'est déjà terminé aujourd'hui. Ça passe tellement vite. Alors, Joliane Béguin, pharmacienne, merci d'avoir été là. Et on te suit avec les chroniques ici, aussi à Laval et compagnie. Oui. Et puis, Sadrac. Merci. Pascal. Merci, messieurs. Fort apprécié votre présence. Et nous, évidemment, on se dit à la semaine prochaine sur les ondes de ma TV. Salut!